– 20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour ce journal. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Drame de Mina, la cellule d'assistance et d'appui psychologique des victimes et familles annonce une 11e victime. Le Sénégal décrète 3 jours de deuil national à compter de ce jeudi. Une décision du chef de l'État de retour de voyage, vous l'entendrez dans ce journal. Célébration ce jeudi de la journée dédiée aux personnes âgées au Sénégal, et elles sont souvent dans des conditions difficiles et obligées de travailler même au-delà de la retraite. Déclaration de patrimoine, tous les concernés ont sacrifié à leurs obligations. C'est la présidente de l'OFNAC qui donne l'information. Son organisation attend un financement de 264 millions de francs CFA de la part de l'Union européenne. Afrobasket 2015, le Sénégal sort le Mali et se retrouve en demi-finale. Les Lions attendent leur adversaire qui devrait être l'Angola ou le Gabon. Et puis le dossier santé du jour s'intéresse aux personnes âgées et leur capacité ou non à résister à la chaleur. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Drame à Mina, le chef de l'État présente ses condoléances aux familles éplorées, ainsi qu'un deuil national de 3 jours a été décrété à la mémoire des victimes. Je vous propose de l'écouter. Au nom de la nation et à mon nom personnel, je renouvelle mes condoléances émues aux familles endeuillées et leur exprime mes sentiments de solidarité et de profonde compassion. Puisse Allah, dans sa bonté infinie, accorder sa grâce et son paradis à ses fidèles qui avaient répondu à son appel. Aux blessés, j'adresse mes vœux ardents de prompt rétablissement pour qu'ils retrouvent la plénitude de leurs moyens. J'ai aussi une pensée affectueuse pour les personnes disparues que nous continuons de rechercher activement en rapport avec les services saoudiens. En cette douloureuse circonstance, j'ai décidé de décréter un deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi, à la mémoire des victimes. À la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, j'ai surtout plaidé pour un ordre mondial rénové, tenant compte des réalités du XXIe siècle et des intérêts de tous les pays, notamment ceux d'Afrique, dans les échanges économiques et commerciaux. Deuil national de 3 jours en la mémoire des 10 pèlerins décédés à la Mecque dans les différentes administrations et services de Dakar. Chère Tidiane, les drapeaux ont été rangés. Il y a certains citoyens rencontrés, Léa, ont salué cette initiative du chef de l'État. Ils souhaitent des récitals de Coran et des prières pour le repos de leur âme. Un reportage signé Alassane Ba et Modou Diop. Partout où nous sommes passés, les drapeaux sont mis en berne. Au palais, passant par les ministères, les administrations, entre autres, le président Macky Sall a décrété 3 jours de deuil national après le drame de Mouna. Une décision bien saluée. Je crois que c'est une bonne chose que le président de la République ait décrété 3 jours de deuil au niveau national. Bon, maintenant, les morts sont déjà partis. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à prier pour que le bon Dieu les accueille dans son paradis. Quand je l'ai entendu à la radio ce matin que le président a décrété 3 jours de deuil national, franchement je suis très content. Ça montre que le président a un esprit d'un musulman saint et il est en train de le magnifier à chaque fois qu'il y a des événements qui se passent comme ça dans ce pays.
Franchement, c'est un comportement que j'ai beaucoup apprécié. Au total, 10 pèlerins sont officiellement déclarés morts à Mouna. Pour ces Sénégalais, le pays doit organiser des séances de prière pour le repos de leur âme. Tous les Sénégalais, musulmans, chrétiens, etc., et de par le monde doivent prier pour ces pèlerins qui... Je pense que c'était prévu dans leur sort qu'ils devraient partir comme ça et ils sont partis. Tous les musulmans du Sénégal doivent réciter des Corans dans toutes les mosquées du pays pour franchement, comment dirais-je, pour prier pour nos parents qui sont restés là-bas. À partir de ce jeudi, tous les drapeaux seront mis en berne à travers tout le territoire national et ce jusqu'à samedi prochain. Une manière pour le peuple sénégalais de saluer la mémoire des 10 pèlerins décédés dans le drame de Mouna. Et puis, vous l'annonciez en titre, chère Tidiane, face à la presse, la cellule d'assistance et d'appui psychologique des victimes du pèlerinage à la Mecque annonce la mort d'une onzième personne lors des bousculades à la Mecque. Oui, la cellule a fait part en outre de 18 blessés, dont 2 dans un état très grave. Un numéro vert est mis en place pour recueillir toute information relative à cette bousculade. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec Dissa Prera. Et puis là, figurez-vous que certaines personnes désabusées, voire perdues, se rabattent sur les réseaux sociaux pour rechercher leurs parents. Une attitude qui, selon la psychologue Souadou Diop, nécessite que ces personnes bénéficient d'assistance, car sans nouvelles de leurs proches, l'angoisse et la peur prennent le dessus. Reportage d'Aminata Mbaresso et Modou Diop. Ces photos, celles de pèlerins sénégalais portés disparus à la Mecque. Leurs proches, désorientés, font recours aux réseaux sociaux pour des avis de recherche. C'est quelque chose d'inédit, donc chacun cherche un moyen pour avoir des informations sur ses proches. Par exemple, si dans les médias, on n'a pas l'information qu'on veut, on peut être tenté, par exemple, à travers les réseaux sociaux. Donc, comme que maintenant, c'est la nouvelle donne avec les nouvelles technologies, donc on peut tenter avec les réseaux sociaux, par exemple, de poster les photos de ses proches, parce qu'on peut avoir des résultats positifs par rapport à ça. Dans des circonstances pareilles, la moindre information peut causer le déclic. Une écoute attentive par des professionnels de la santé peut beaucoup aider. Le fait que l'information tombe à compte-gouttes comme ça, et que par exemple on entend ceci, par exemple 30 minutes après on entend avec une autre radio une autre information, donc c'est très très difficile. Et ça augmente l'angoisse de la famille qui est ici. Pour les rescapés et autres blessés de la bousculade, un suivi psychologique est aussi nécessaire. Ce que les personnes ressentent généralement, c'est des sortes de traumatismes. Et un traumatisme, il ne faut pas en avoir honte. Donc c'est une réaction normale. Donc face à des événements de ce genre qui sont des événements de la vie qui sont anormaux, si on peut s'exprimer comme ça. Donc le suivi il est important parce que la personne elle doit apprendre à vivre avec. Donc les personnes elles sont différentes. Donc chaque personne face à un événement de ce genre réagit différemment. Donc de ce fait le suivi il est important pour que la personne d'abord sache ce qu'elle ressent et aussi elle puisse exprimer aussi ses émotions. Parce que aussi refouler ses sentiments aussi c'est pas bien. Parce que les sentiments refoulés un jour peuvent sortir et ça peut amener à des troubles psychologiques. Le drame de Mina aura fait 10 morts, 52 personnes encore portées disparues pour le Sénégal, une hécatombe qui plonge des familles entières dans les mois. Aminata Mbaresso, merci. On vous l'annonçait tout à l'heure face à la presse. La cellule d'assistance et d'appui psychologique des victimes et familles annonce la mort d'une 11e personne lors des bousculades à la Mecque. La cellule donc a fait part également de 18 blessés, dont 2 dans un état très grave. Dissa Prera, Mardien. Selon les informations recueillies, une 11e victime a été signalée à la cellule d'assistance. Sur le numéro vert mis en place, 2400 appels enregistrés, dont 534 de familles de pèlerins pour des demandes d'identification. Au-delà des 11 victimes, 49 perdues de vue. La cellule d'assistance et d'appui psychologique a recensé 18 blessés, dont 2 dans un état grave. Nous disons
perdus de vue, qui sont au nombre de 49 quand j'ai recueilli les dernières informations à 15 heures. Mais je peux vous assurer, c'est un nombre qui va évoluer. C'est comme le cas du nombre de décès. Il va évoluer. Avant de venir ici, c'est des renseignements que nous avons cherché à recouper avant de vous rencontrer. Le chiffre de 10 que nous avons a évolué. On nous a donné un 11e. Une chose est certaine, le nombre de décédés ne va pas évoluer vers le bas. Ça ne peut évoluer que vers le haut. Le coordonnateur de la cellule se veut clair. Le bilan va certainement évoluer à la hausse, mais la mobilisation continue pour retrouver tous les disparus. Plus de 2400 appels. Santé et ont regagné leur lieu d'hébergement. Il reste 4, dont 2 sont encore maintenus au niveau des structures hospitalières saoudiennes. 800 00 18 18, c'est le numéro vert mis en place pour toute information relative à l'accident du 24 septembre à Mouna. Le ministre des Affaires étrangères est d'ailleurs attendu ce vendredi à Djeddah pour s'enquérir de la situation. Voilà, nous parlons de la journée mondiale des personnes âgées. Léa, un constat amer. Ces personnes vivent difficilement au Sénégal et certaines d'entre elles travaillent même au-delà de la retraite. En ce jour qui leur est dédié, Chertidiane, ces personnes âgées demandent une meilleure prise en charge médicale et l'augmentation des pensions de retraite. Elles se sont confiées à nos reporters Fatima Taba et Tierno Laurent Mendy. Suivons leur reportage. Gorgui Fallou Ndiaye, 72 ans, est quincailler. L'homme gagne ici sa vie depuis plus de 2 décennies. Sa vie de personne du 3e âge n'est pas de tout repos. En bon musulman, je ne peux que remercier le bon Dieu. Je suis en bonne santé et je continue mes activités pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Ils sont grands, mais ils ne travaillent pas. Donc je me débrouille pour ne pas rentrer les mains vides. J'admets que c'est très difficile, mais je n'ai pas le choix. Abdoulaye Ndiaye, la soixantaine révolue, s'active dans la maçonnerie, un métier qu'il exerce malgré lui. À mon âge, s'activer dans la maçonnerie n'est pas chose facile. Mais bon, c'est mieux que rien. Actuellement, je suis malade et je ne peux même pas me soigner convenablement. Tout ce que je gagne ici, je le ramène à la maison pour ma famille. Contrairement à Fallou et Abdoulaye Ndiaye, Ousmane Fall, lui, profite bien de sa retraite. J'ai préparé ma retraite. Bon, malgré que je suis en retraite, mais je suis encore dans d'autres affaires pour mes besoins personnels, quoi. Au Sénégal, les personnes du 3e âge souffrent beaucoup. La pension, la prise en charge médicale, 2 points sur lesquels ils interpellent les autorités. Si on pouvait revoir les pensions à la hausse, ce serait bien. Se soigner sans payer, c'est extraordinaire. Vraiment, si on pouvait l'avoir, ouais, vraiment. Ce 1er octobre est célébrée la Journée mondiale des personnes du 3e âge. Au Sénégal, cette catégorie ne dispose pas d'un système lui permettant de vivre dans de meilleures conditions. Et puis parlons à présent de la médecine traditionnelle, une pratique exercée par de nombreux charlatans. Pour y remédier, les tradipraticiens du Sénégal ont mis sur pied leur propre fédération. Une fédération qui réclame un cadre juridique pour lutter contre le charlatanisme et la publicité tapageuse. Fatou Bintou Conté, Mohamed Dia. Ils ont décidé de parler d'une seule voix et d'agir ensemble pour le bien des populations. Eux, ce sont les tradipraticiens qui se sont réunis désormais en Fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle. La Fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle s'attellera dans les meilleurs délais au recensement du surfichier informatique selon le logiciel de l'OAS dénommé ECOTEPS, de l'ensemble des membres de ces associations affiliées, dont la mission consiste également à relier dans leur rang toutes les compétences de notoriété communautaire, dépositaires de connaissances médicales traditionnelles, mais ne bénéficient pas d'une vie associative.
Actuellement au Sénégal, 6 000 tradipraticiens exercent la médecine traditionnelle. Et pour faire face à la publicité mensongère des charlatans, ces tradipraticiens ont décidé de mettre sur pied une cartographie nationale afin de mieux s'identifier. La cartographie nationale des acteurs que sont les praticiens de la médecine traditionnelle représente à nos yeux une arme importante dans la lutte contre le charlatanisme et la publicité tapageuse et mensongère qui ternissent à travers les médias l'image de la médecine traditionnelle au Sénégal. Tout en exposant les populations à de graves dangers de santé publique. Ces pratiquants de la médecine traditionnelle déplorent le vide juridique qui existe sur la pratique de leur métier et de sa réglementation. Cette situation déplorable découle du non-respect des disponibilités de la loi 83-20 du 28 janvier 1983 relative à la publicité, mais aussi du vide juridique, dû à l'inexistence de textes de loi pour la réglementation des praticiens, des pratiques et des produits de la médecine traditionnelle. La Fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle rappelle à Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale l'urgence d'activer l'adoption des dispositifs juridiques qui puissent mettre fin à la prolifération des marchands d'illusions. Autre problème auquel ils sont confrontés, la raréfaction des plantes médicinales, ce qui leur amène à créer des jardins botaniques pour pouvoir conserver certaines plantes en voie de disparition. Fatou Bintou Conté, merci. Nous parlons à présent de la signature d'une convention entre l'Union européenne et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Un partenariat sur demande de l'OFNAC et qui lui permet d'obtenir de l'Union européenne un financement de près de 264 millions de francs CFA, une somme qui doit servir à financer des activités de sensibilisation sur la corruption. Aminata Mbaresso. C'est un programme de financement d'une valeur de 264 millions de francs CFA, un appui de l'Union européenne pour permettre à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption de dérouler un certain nombre de projets. Le chef de l'État qui a eu la volonté politique, le président Macky Sall, de créer l'OFNAC, a mis à notre disposition des moyens financiers pour l'exécution de nos missions. Mais comme vous le savez, c'est la loi qui nous habilite à signer des accords de coopération, à entretenir une coopération au niveau international avec les partenaires techniques et financiers. Et c'est dans ce cadre que la délégation de l'Union européenne nous a accordé une subvention de 262 millions sur 3 ans pour financer les activités dont je viens de vous parler, puisque nous sommes dans le cadre d'une gestion axée sur les résultats, les impacts et les externalités positives. Ce contrat de convention s'étale sur 3 années. Des campagnes de communication et de sensibilisation seront menées tout au long de cette période. Ce contrat de subvention est géré par l'ordonnateur national du budget, à l'occurrence le ministre de l'économie et des finances, représenté par la direction de l'investissement. Cette subvention est accordée à l'OFNAC par la délégation de l'Union européenne à la suite d'une requête que nous avions introduite pour demander le financement des activités de prévention, notamment la communication, la sensibilisation, les activités de recherche-action et d'enquête et d'investigation. Les 264 millions de francs CFA offerts par l'Union européenne à l'OFNAC vont s'ajouter au budget dégagé par l'État du Sénégal et qui est estimé à 1,5 milliard de francs CFA, une manne financière pour aider la présidente de l'OFNAC et son équipe à lutter contre la fraude et la corruption. Et d'après la présidente de l'OFNAC, au jour d'aujourd'hui, toutes les déclarations de patrimoine ont été déposées par les concernés. Des détails techniques restent à formaliser. Nafingom Keïta indique par ailleurs que le rapport final sera soumis d'ici à la fin de l'année. Nous l'écoutons toujours au micro d'Aminata Mbaresso et Modou Diop.
ont déclaré leur patrimoine et les autres directeurs généraux aussi sont en train de le faire. Maintenant, il reste peut-être des papiers à compléter et tout, mais ça c'est une gestion interne, c'est purement technique, mais l'essentiel a été fait. Le processus ne sera jamais bouclé, c'est un processus permanent. Pour les premiers concernés, c'est bientôt, et dans le cadre de notre édition des comptes, nous allons bientôt publier un rapport, notre rapport annuel, notre rapport d'activité annuel, où nous allons vous dire ce qui a été fait, comment nous l'avons fait, avec quels moyens, avec quels résultats. Je ne peux pas vous donner de date, mais c'est d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Je peux vous donner une date et avoir un empêchement qui me pousserait à décaler encore. On va dire, voilà, l'OFNAC avait dit, mais c'est d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Et puis sur le plateau de nos confrères de France 24, le ministre conseiller Youssou N'Dour a tenu à renouveler sa confiance en Macky Sall tout en signifiant au peuple sénégalais qu'il reste à sa disposition. Je vous propose de l'écouter. Je pense que actuellement la situation, en tout cas comme j'existe, comme j'évolue, m'arrange très bien. Bon, je suis dans l'état du Sénégal, réfléchir, essayer d'aider et de conseiller le président transversalement. Je peux prendre mon micro, aller en tournée, jouer ma musique, ça me va très bien. Les deux me vont très bien. Bon, demain, on ne sait pas, mais bon, en tout cas, c'est le Sénégal qui m'a vu grandir. Depuis 13 ans, j'ai commencé ma carrière. Si le Sénégal a besoin de moi, je suis toujours disponible et je dois leur rendre la monnaie. Unir toutes les forces vives par le développement de Kanel, pour le développement de Kanel, c'est l'ambition des jeunes étudiants de la capitale du Damga. Ils viennent de lancer les 72 heures culturelles et de réflexion pour sortir leur ville de l'anonymat. C'est une correspondance signée Ali Bandelian. Opération d'assainissement des établissements recevant du public et consultation médicale gratuite au centre de santé, c'est l'acte numéro 1 des journées culturelles et de développement de Kanel. Une initiative de l'association des élèves et étudiants ressortissants de la capitale départementale du Damga. Dans cette ville, les jeunes veulent une implication de toutes les forces vives dans le processus de développement viable. D'ailleurs, nous, on lance un appel à la classe politique, d'abord c'est l'unification. Si vous voyez, on a parlé de l'unification. Le thème d'abord des 72 heures, au-delà de l'hommage rendu au colonel Birane, c'est l'unification. On a dit, on essaie de... La politique, ça passe, maintenant, mais les hommes, ils restent. Donc, ce n'est pas une raison de se tirailler, de se chamailler de gauche à droite. On est tous fils de Kanel, c'est Kanel qui en gagne. On a un dénominateur commun qui est Kanel. Donc, il est temps de s'unir autour d'une table et de parler du développement de cette localité. Il y a des personnes de bonne volonté ménagent aucun effort pour la réussite de ces journées. Ils ont donné des moyens financiers, mais aussi des moyens matériels et entre autres. Voilà. Si vous voyez, on a commencé les activités par un assainissement. C'est pour lancer un appel aux autorités pour dire que la ville mérite d'être assainie. La ville mérite d'être urbanisée, entre autres. Il y a beaucoup de problèmes ici dans cette localité. Et au-delà des 72 heures aussi, on va mener des activités au but de les sensibiliser pour les faire savoir que la ville mérite d'être assainie, comme je l'ai dit tantôt. Mais aussi, il y a d'autres problèmes qui nous attendent au-delà de l'assainissement et entre autres. 3 journées d'échange, de réflexion et de partage sur le développement de Kanel, au cours desquelles des techniciens, autorités locales et spécialistes vont conduire et partager des panels. Cette première édition est placée sous le parrainage du colonel Birane Wane, à qui les populations de Kanel comptent rendre hommage pour service rendu à la communauté. Une jeunesse, c'est l'espoir de toute une nation. Ne pensez pas seulement que vous êtes à Kanel. Et puis marche pacifique des populations de Paté-Réoué dans la commune de Notogouy-Diama. Elles réclament l'électrification de leur village et une route praticable. Suivant ce reportage de nos correspondants à Thiès, Charanta Diop et Seyla Tire. Nous sommes victimes de discrimination, nous réclamons de l'électricité. C'est en substance ce qu'on pouvait lire sur les pancartes. Tout de rouge vêtus, les habitants du village de Paté-Réoué étaient sortis en masse pour manifester leur colère. Ils se disent oubliés par les autorités locales, notamment le maire de Notogouy-Diama. Bon, nous interpellons le président Macky Sall du danger qui guette le parti APR au niveau de Kër Pathé pour la simple raison que le maire Maguette Ndiaye n'est pas reconnaissant. Il a installé du courant partout dans les villages environnants, alors que Kër Pathé, qui était sa base politique, baigne toujours dans l'obscurité. On n'acceptera pas ça.
On n'acceptera pas cette discrimination. Kër Pathé manque de tout. On n'a rien reçu de l'État. On n'a pas d'électricité. Alors que le courant se trouve à 1 km, nous réclamons de l'électricité et une route goudronnée. On a des problèmes sérieux aussi pour un poste de santé ici. Nous voulons un poste de santé pour les premiers soins. Nous accouchons dans les charrettes. Nous accouchons sur les charrettes à tout moment. Pathé Xewé ne dispose d'aucune infrastructure sanitaire. L'état de l'axe routier Daro Alpha Pathé Xewé est poussiéreux. Les populations souffrent terriblement, d'où l'urgence est de tout mettre en œuvre pour réfectionner cette route avant le prochain Gamou de Tivaouane. Afrobasket 2015, les Lions du Sénégal l'ont fait. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales en venant à bout de l'équipe du Mali. Un match où les Lions ont fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation pour gagner ce match, comme le dit Aya Traoré, la capitaine de l'équipe, qui soutient que ses joueurs ont joué les 4 cartons à fond avec beaucoup de concentration. Nous l'écoutons, ainsi que l'entraîneur Tafa Gueye, interrogé par nos envoyés spéciaux Mame Fatou Ndoye et Massayer Ndiaye. Aujourd'hui, nous avions vraiment envie de passer ce cap, et parce que les filles ont répondu présent, ce qui nous faisait défaut, on les a retrouvés aujourd'hui. Et nous nous en réjouissons. Donc félicitations au Mali, et nous on va continuer à nous concentrer pour le match de demain, Inch'Allah. Dès le départ, j'ai cru en ces joueuses, en leur métier, leur expérience. C'est qu'à un moment donné, ce qu'on peut gagner en expérience, on peut le perdre en jeunesse, en agressivité. Mais je pense qu'aujourd'hui on a misé sur ça et on a gagné. Donc bravo à ces filles qui nous ont permis d'aller en demi-finale. Le Mali, pour moi, le problème c'était un peu la jeunesse de son banc. Je les respecte beaucoup, mais pour nous, il fallait les pousser à réfléchir. Je l'ai entendu dire qu'ils avaient bloqué nos tirs à 3 points. C'était sa stratégie. Nous, je pense qu'on l'a aujourd'hui plus fait réfléchir, et parce que dans ce domaine, le Sénégal a plus de tout. Le plus important, c'était de gagner. Après les matchs de poule, on savait qu'on valait mieux. Donc aujourd'hui, c'était une bataille et on savait que si on allait jusqu'au bout, on pouvait gagner. Maintenant, il nous reste 2 matchs, il ne faut pas laisser les bras, il faut encore faire plus. Alors, direction Yaoundé pour y retrouver Mame Fatou Ndoye. Mame Fatou, bonsoir. Oui, bonsoir, cher Tidiane. Alors, Mame Fatou, on a l'impression que le tournoi a vraiment démarré pour les Lions du Sénégal qui ont sorti aujourd'hui le Mali, une équipe qui les avait battus lors des Jeux africains. Oui, effectivement, hein, le Sénégal qui s'est imposé de fort belle manière. Effectivement, les réactions sont unanimes. Le tournoi vient de démarrer. Après, oui, le tournoi vient de démarrer, même s'il y a eu des indicateurs dans les matchs de poule. Donc, forcément, elles ont dû se réajuster, que ce soit les filles, que ce soit le coach, pour un peu gommer les erreurs. Heureusement qu'elles ont vu que sans impact physique dans ce basket féminin, tu ne peux pas trop y arriver. Donc, elles ont corrigé, elles ont rectifié. Donc, les matchs de poule ont servi à ça. Et je pense que cette victoire leur fait vraiment du bien, surtout au moral, parce qu'il y avait beaucoup de doutes par rapport à tout ce qui s'est passé et aux Jeux africains et donc dans ce début de compétition. Et donc là, on sent vraiment des filles en confiance qui ont envie peut-être d'aller chercher le titre. Mais bon, comme on dit, chaque match a sa vérité. Et demain, ce sera une toute autre paire de manches, soit contre l'Angola, soit contre le Gabon. Merci Mame Fatou Ndoye. Certainement nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions pour voir si les Lions vont quand même essayer d'aller en finale, certainement face à l'Angola ou au Gabon. Léa, à la suite de ce journal. Et oui, cher Tidiane, désormais le stade Amadou Barry est fin prêt pour abriter les compétitions de la banlieue dakaroise. Depuis quelques semaines, l'infrastructure sportive pataugeait dans les eaux à cause, car la station d'épuration était tombée en panne. Le directeur du stade Amadou Barry précise que les travaux de réhabilitation étaient axés sur le système de drainage des eaux pluviales. Écoutons Khalifa Gueye, il est au micro de cher Tidiane Dione. On a pris le temps de laisser la pelouse se sécher. On a pris le temps de mettre les graines. On a mis 4 tonnes de graines dans la pelouse
pour pouvoir remettre la pelouse dans l'état où il était, pour permettre aux acteurs de pouvoir bien pratiquer leur sport. On se trouve dans une cuvette. Donc, l'État avait installé une station de pompage, une station d'épuration. La station était en panne, ce qui a refoulé l'eau dans le stade, dans les versières et également sur la pelouse. Et maintenant, comme la ONAS a réparé les 2 pompes, et maintenant la station est opérationnelle. Même les dernières pluies qu'on a eues au niveau de la banlieue, il n'y a pas d'inondation parce que la station actuellement est opérationnelle. Le dossier santé de ce jeudi s'intéresse à l'un des pires ennemis des personnes âgées. Chartidia, il s'agit de la chaleur. Oui, leur éviter d'attraper un coup de chaleur participe à leur assurer une bonne santé. Beaucoup de maladies peuvent subvenir si cela est négligé. C'est donc l'objet de notre dossier santé du jour, signé Mambiram Diouf et Mardia. La période de canicule est toujours mal vécue par les personnes âgées parce que leurs capacités d'adaptation à la chaleur sont fortement diminuées. Cette grande vulnérabilité du sujet âgé est due au fait, bien sûr, de l'avancée en âge avec le vieillissement du système de thermorégulation, le vieillissement du système rénal qui perd sa capacité de concentration de dilution des urines et certains médicaments, notamment les médicaments chez les sujets âgés pour traiter l'hypertension artérielle tels que les diurétiques et surtout aussi le syndrome de fragilité qui fait que certaines personnes âgées atteintes d'hypertrophie de la prostate refusent ou bien prennent délibérément chez eux la décision de ne pas boire pour éviter d'avoir des troubles urinaires. Oui, avec la chaleur, ça ne dort pas. Je suis obligé d'utiliser le ventilateur presque 24/24 et puis ça ne peut pas marcher. Et puis il y a les moustiques encore. On ouvre la fenêtre, alors la porte, alors c'est peur pour les bandits. Les ordonnances, tout le temps, c'est demande sec. Des fois, c'est lui qui vient pour me c'était des ordonnances. Partout, c'est des ordonnances. Beaucoup boire participe à garder l'équilibre thermique. Quel autre conseil, professeur? Les maladies peuvent s'aggraver. C'est souvent les maladies neurologiques, les maladies métaboliques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle ou les maladies rénales. Donc l'ensemble de ces maladies-là peuvent en tout cas se décompenser en cas de forte chaleur et donner des complications. Le plus souvent, les complications les classiques, c'est une infection urinaire, les infections pulmonaires. Il faut donc une bonne prise en charge du sujet âgé déjà dans l'entourage familial. Parce que ce n'est pas sûr de laisser la personne âgée seule. C'est à nous de les assister, de leur apporter à boire, vérifier par exemple si le ventilo marche bien. En arrivée au stade des coups de chaleur entraîne du coup beaucoup de complications. Ça commence par l'environnement de la personne âgée. Il faut que le sujet âgé évite de sortir pendant les périodes de forte chaleur, c'est-à-dire en fin de matinée ou vers 13h, 14h. Le matin, il faut ouvrir très tôt les volets pour essayer de rafraîchir la maison, parce que ça dépend si la maison est bien structurée, bien ventilée, avec la climatisation, avec des ventilateurs, ça ne pose pas de problème, mais ce n'est pas très souvent le cas. Et puis ensuite, aller, si ce n'est pas possible d'avoir une température fraîche à la maison, fréquenter les lieux publics au moins 3 heures dans la journée pour essayer de se refroidir. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut jamais que la personne âgée attendre d'avoir soif pour boire. Les personnes âgées vulnérables aux fortes chaleurs, les populations devraient être très alertes pour leur assurer une bonne santé. C'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci à toi, Chartidiane.